Bienvenue donc à notre émission, voilà, Jacques Roger qui démarre, émission surtout Bitba, Bring the Ivorian Dream Back Again. Nous recevons donc en exclusivité à Monsieur Ehouma Garel Lakba, que vous connaissez très bien. Il est, dans une petite minute, voilà, consultant, analyste et, j'allais dire, sociopolitique et écrivain ivoirien. Il est donc notre invité. Chers auditeurs, bienvenue donc à cette nouvelle émission donc de Bilba, votre rendez-vous de l'analyse politique sans filtre sur donc les grandes questions, j'allais dire, qui secouent la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous recevons, nous recevons donc en exclusivité M. Aouma Gaël Lakba, analyste sociopolitique et écrivain ivoirien engagé, dont la plume et la voix portent sur les préoccupations d'une jeunesse ivoirienne en quête de vérité et de justice. Au menu donc de notre discussion, nous parlerons de trois segments. Le débat manqué d'hier entre la CEI et l'opposition, accident ou stratégie donc de fuite. Deuxième sujet, l'affaire Komé Bakari et ADC, bataille d'influence ou, j'allais dire, sanction méritée. Et pour finir, la fraude sur la nationalité ivoirienne, mythe ou réalité. J'ai Voilà. été chargé de communication, j'ai été conseiller politique, j'ai été directeur de cabinet, porte-parole ici. Faut dire qu'on a fait notre petit bout de chemin en politique. Heureusement, je le dis, c'est vrai, je suis jeune, mais Dieu m'a permis la grâce de pouvoir vraiment atteindre les plus hauts sommets. Vous pouvez vous souvenir de tout ce que nous avions pu faire au niveau de l'opposition, d'abord avec le Afrique, avec l'opposition en général, le président Bédier, le président Pascal Affinguessan, la plupart de tous les membres de l'opposition. Mais après 2021, euh, à un certain moment de ma vie, pour moi, il était important de pouvoir faire un petit bilan personnel. Et puis bon, à la fin, j'ai trouvé qu'il était mieux de pouvoir un peu me concentrer plus sur ma vie professionnelle. Et puis voilà. Donc, relativement à tous les défis qui jalonnent, qui couronnent ma vie professionnelle. Donc, je me suis un peu mis à l'état relativement à la politique. C'est cela qui a expliqué le fait que je démissionne officiellement du PIC en Afrique et de toutes les activités de l'opposition. Mais cela ne veut pas dire que je ne participe plus au débat politique. Voilà, puisque vous l'avez dit, je suis écrivain, auteur de deux ouvrages, et tout ça, bon, on va plus revenir là-dessus. Et je fais beaucoup de contributions, des tribunes et tout ça. Donc, tout ce qui est actualité politique de la Côte d'Ivoire, même sociale, je m'exprime. Donc, ça permet à l'avancée de notre démocratie. Voilà, tous ceux qui viennent prendre donc le train en marche, qui n'ont pas du tout suivi notre présentation en début de mission. Je le disais tout à l'heure, nous recevons donc en exclusivité M. Aouma Gaël Lakba, consultant, analyste sociopolitique et écrivain ivoirien. Il est donc notre invité et nous allons donc débattre de trois segments. Donc le premier, nous démarrons rapidement, c'est donc le débat manqué entre la CEI et l'opposition hier. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Je ne sais pas si, M. Aouma, vous avez suivi le débat ou bien après. Vous l'avez visionné et de façon générale, de façon ramassée, quelles sont vos impressions? Bon, faut dire que je suis beaucoup actif. Je n'ai pas été devant le petit écran en direct, mais il n'y a rien de l'actualité que je rate. C'est-à-dire que dès que j'ai eu un bout de temps, disons 30 minutes après que le direct soit passé, je me suis mis en mode de diffusion. Lorsque j'ai été surpris de voir que l'émission qui était attendue cet après-midi n'avait fait que 29 minutes, entre 29 minutes et 30 minutes. Bon, on a essayé de comprendre ce qui s'est passé et on a pu voir ce qui s'est passé, qui est vraiment un peu déplorable pour notre pays. Voilà. Mhm. De façon générale, est-ce que vous voyez que cela, c'est un aveu, j'allais dire, de faiblesse ou un simple malentendu, ce qui s'est passé, le fait que la CI, qui est censée organiser des élections, informer donc les Ivoiriens, qu'elle quitte de façon précipitée dans ce débat en direct devant donc des millions d'Ivoiriens? D'abord, je pense qu'il faut d'abord, dans une analyse vraiment concrète, essayer de poser le contexte.
Cette émission de la RTI a pu voir toute cette tension et tout ce qui est arrivé là relativement au contexte où on parle de crise entre les partis politiques et la CEI en Côte d'Ivoire. Parce qu'on est tout à fait, on le sait, si on suit l'actualité, que les partis politiques, surtout de l'opposition, passent tout le temps à décrier la CEI. C'est vrai, à un certain moment, la CEI organise souvent avec son président des séances, des, des, des séances, je crois bien, au siège de la CEI, non loin du Carrefour des temps, Cocody, moi-même, je passe souvent, des rencontres entre la CEI et puis les partis politiques. Mais pour les médias, c'est rare qu'on trouve les partis politiques face à la CEI pour que le débat soit fait et que les Ivoiriens puissent savoir ce qui se passe concrètement. Très souvent, on voit le président de la CEI, on dit souvent que tout ce qu'il fait, ce sont des one-man shows face à des journalistes. Donc, hier, c'était l'occasion pour les Ivoiriens, depuis un bon moment, de voir les représentants, certains représentants, parce que ceux qui étaient sur le plateau ne sont pas forcément toutes l'opposition, mais certains partis de l'opposition, même du pouvoir, face à la CEI pour aborder les questions cruciales. Donc, vous pourrez remarquer que les Ivoiriens attendaient vraiment cette émission et malheureusement, les Ivoiriens n'ont pas eu bien de cours. Je pense que les Ivoiriens n'ont pas été respectés. Les Ivoiriens, les gens n'ont pas vraiment mesuré n'ont pas mesuré vraiment l'importance de leur présence sur le plateau et c'est à décrier. Vraiment, c'est à décrier. Je suis vraiment désolé. L'acte qui s'est posé, je le dis, c'est vraiment surréaliste parce que personne ne pouvait s'y attendre. D'autant plus que c'est sur la télévision nationale, la RTI, qui est subventionné, dont les Ivoiriens contribuent financièrement. Donc, il nous faut quand même un certain respect. Il faut quand même que chacun soit dans son rôle, soit conscient de son rôle et qu'il respecte les Ivoiriens. Mais ce qui s'est passé, vraiment, ça fait un peu honte, à mon avis. Et il faut que très rapidement cela soit corrigé. Si on peut rentrer dans les détails, j'attends en fonction de vos orientations dans les questions pour qu'on puisse avancer là-dessus. Mais le contexte, on le sait déjà, c'est un contexte où la neutralité de la CEI est mise en cause. C'est un contexte où la CEI se retrouve dans un débat face aux organisations de la société civile, les partis politiques de l'opposition, qui demandent qu'il y ait une révision de la liste électorale pour l'année 2025. La CEI apparemment évoquant des questions techniques, ne pense pas qu'il soit souhaitable que cette RLE-là puisse se tenir. Il y a la question de certaines personnes qui ne sont pas sur la liste électorale. Et puis. On ne va pas tout égrener ici, mais on sait que c'est tout ce contexte-là qui fait qu'on attendait vraiment la CEI sur ces questions. Malheureusement, les Ivoiriens sont restés devant leur écran abattus, Oui, vraiment déçus de ce qui s'est passé. avant de revenir certainement par rapport, pour poser question par rapport au débat lui-même, les préalables posés par les partis d'opposition, donc le PDCI, RDA, et puis la réponse donc, de la CI, de façon générale, vous vous trouvez dans tout ça. Certaines personnes pensent que le PDCI allait un peu plus loin et d'autres encore pensent que la CI a refusé donc d'engager donc les débats. Où vous vous situez dans tout ça? Moi, je pense que cette question engage, d'abord de un, pour pouvoir répondre, cette question engage la posture de la CEI, la posture de la RTI, et puis la posture des partis politiques. Alors, vous avez posé la question relativement à la posture de Maître Blessy du PDCI. Moi, je pense que l'analyse doit se faire sur la forme et sur le fond. Sur la forme, Maître Blessy, il est carrément dans son droit. Je ne vais pas dire qu'il a raison parce que c'est pas moi le juge, mais je dirais que je pourrais valider comment il a appelé son préalable. Parce que effectivement, quand vous devez participer à une émission, vous participez à cette émission, on sait comment ça se passe, c'est ça où c'est un débat, on vous donne les modalités de la tenue de l'émission. Ce qui fait que souvent, quand les modalités n'arrangent pas certains invités, vous pourrez constater qu'ils ne viennent pas carrément et l'animateur peut annoncer pour dire, on a invité un tel et il a refusé de venir. Et nous tous, on prend acte. Mais selon le courrier qui a circulé sur les réseaux sociaux hier, même après le scandale, on a vu que la RTI qui organise le débat avait demandé que le PPACI vienne avec un représentant, le PDCI un représentant, le
le RHDP un représentant et certainement la CEI qui devait être sur la table de discussion aussi avec un représentant. Finalement, Maître Bessie pose le préalable, parce qu'un préalable, c'est quoi? J'ai vu certaines personnes dire des choses, mais le préalable, c'est quelque chose qu'on soumet avant même d'entrer dans le débat. C'est une manière de pouvoir mettre tout en ordre. Quand on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le préalable permet de tout mettre en ordre, de pouvoir faire les interpellations, pouvoir avoir les règles claires avant d'entrer dans le fond. Donc, sur le préalable, c'est fondé pour ma part parce que Maître Blessy reproche qu'on leur a demandé de venir avec un seul représentant, qui a fait que lui-même il est venu tout seul. Il ne comprend pas comment la CEI, à un tel débat national sur la télévision publique, puisse venir avec deux représentants qui se seraient comportés en forme de remplacement basket, comme on dit. C'est-à-dire que la dame, Madame Yapo, aurait fait l'émission jusqu'à un certain moment, se serait retirée pour qu'un autre vienne à sa place pour continuer le débat. Donc, je dirais, du point de vue de la forme, de ma petite expérience, je n'ai pas encore vu un débat se dérouler de cette façon. Donc, Beth Blessy a posé son préalable. Il appartenait maintenant au modérateur de la RTI de savoir gérer tout cela pour amener les différents antagonistes au débat. Voilà. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on s'attendait. Le modérateur lui-même, il était un peu, disons, en réalité, il était un peu dépassé par les événements. Et la représentante de la CEI, qui était partante, parce qu'on lui a posé la question, est-ce qu'elle peut continuer le débat toute seule, elle a dit qu'elle pouvait le continuer. Et en tant que représentante de la CEI, en tant que représentante de la CEI de cette institution, si elle a été mandatée pour venir, je pense qu'elle est en pleine capacité de pouvoir tenir un débat qui ne fait que 10 minutes. Pourquoi vouloir forcément s'accréditer à un deuxième, à un collègue qui viendrait s'écourir bien quoi, ben, ça présente pas bien. Voilà. Donc, moi, je vais sur la base du fait qu'elle avait dit qu'elle pouvait continuer l'émission. À peine l'émission commence, Maître Blessy s'exprime une fois. Apparemment, elle a reçu soit une instruction ou bien un message, je ne sais pas, et elle a demandé à se retirer. Comme ça, sans tenir compte des téléspectateurs que nous sommes, sans tenir compte des Ivoiriens, sans tenir compte des électeurs qui attendaient beaucoup de D'accord. cette émission et ces deux. Alors, revenons donc de plein pied donc, dans le débat. La CEI refuse donc d'organiser l'enrôlement 2025 malgré donc un budget qui est déjà voté et je suppose disponible. On parle de 25 à 27 milliards de francs CFA. Alors, le président de la CEI avait semblé dire que il n'excluait pas donc d'organiser donc l'enrôlement après donc les élections présidentielles. Quelle est réellement votre lecture de cette position donc de la CEI? Pensez-vous que les arguments que la CEI donne tiennent la route ou bien c'est une fuite en avant? Mais quand on doit faire le recensement général de la liste électorale, quand on doit rédiger la liste électorale, c'est pour organiser des élections vraiment inclusives, des élections pour permettre à tout citoyen, tout Ivoirien méritant d'être Ivoirien, de pouvoir être sur la liste électorale. Donc, quand un mandat commence, ça veut dire quand un quinquennat commence, l'année qui suit et les autres années, la révision de la liste électorale selon la loi doit se faire chaque année de sorte à pouvoir fournir à cette liste-là le maximum possible d'Ivoiriens. Donc, si la CEI, à son niveau, prend des retards, parce que c'est ce qu'on a remarqué, au lieu de faire ce recensement de la population, de cette révision de la liste par année comme c'est suggéré et comme les fonds sont toujours disponibles, on ne sait pas par quelle alchimie, tout le temps, la CEI peut laisser passer 2 ans, 3 ans et venir donner un petit temps, une période pour accélérer les choses. Ce qui fait que chaque fois, quand la CEI fait la révision de la liste électorale, les partis politiques se plaignent du fait que le temps n'est pas suffisant, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les partis d'opposition, même de la société civile. Tout le monde se plaint tout le temps, on cherche toujours à rallonger le temps. Mais si l'année est ouverte, toute une année,
le budget est voté pour cela. Si la CEI fait son travail normalement, chaque année, parce que c'est par des réflexions que la loi a décidé que la révision de la liste électorale soit faite chaque année. Donc, si c'est fait chaque année, je pense qu'il n'y aura pas toute cette polémique autour de la question, parce que si vous avez une année pour faire chacun au fur et à mesure que les nouveaux majeurs et tout ça, que les âges vont changer, vont évoluer, que les gens vont décider et tout, si on a l'année, si chaque année ça se fait, on n'a pas de problème. Mais la CEI a pris la mauvaise habitude de tout concentrer chaque fois sur une année et en général l'avant-dernière année avant l'élection présidentielle. C'est ce qu'elle a voulu faire cette année. Donc, elle a fait le recensement en 2024. On est témoin du fait que les partis politiques se sont plaints du fait que beaucoup de leurs militants, beaucoup des populations au plan social, aussi on a les échos, beaucoup de personnes qui étaient en train de faire les documents n'avaient pas encore fini parce que faire aussi ces documents-là, c'est un parcours de combattants. Voilà, il y a des questions de moyens financiers, il y a des questions, il y a des trucs de fait, il y a souvent pas l'administration, les gens sont obligés d'aller très loin. Donc, certains Ivoiriens aujourd'hui ne sont pas sur la liste électorale. Alors qu'on doit aller aux élections en octobre prochain. Mais la CEI peut évoquer des problèmes techniques, mais ce n'est pas, c'est pas le problème des Ivoiriens. Voilà. Les Ivoiriens ont mis à la disposition les moyens qu'il faut. On vous dit que la loi dit qu'il faut organiser chaque année en 2025. Vous n'avez pas encore fait le recensement de la révision de 2025. Il faut mettre tout en place pour la faire. Et puis c'est aussi simple. On ne peut pas dire que on va aller à des élections présidentielles où on va choisir le président de la République et puis dire que on peut faire le recensement là après les élections. Bon, ceux qui seront recensés après les élections, ils vont se dire à quoi? Le président qui sera élu, il sera le président aussi. Donc, faut pas, faut pas arracher à certains Ivoiriens le droit de vote. Et il faut que cette question-là soit vraiment débattue de fond en comble pour que la CEI fasse simplement son travail et que les partis politiques aussi fassent leur travail afin qu'on aille à des élections apaisées. C'est aussi simple que cela. Si la CEI maintient sa position, qu'il n'y a pas du tout d'enrôlement avant les élections 2025, craignez-vous que l'absence de cet enrôlement électoral en 2025 entraîne donc une crise politique et électorale comme cela, disons, comme ce fut le cas en 2020 et en 2010? Ce sont des analyses que nous faisons et comme quelqu'un m'avait déjà demandé une fois sur un plateau télé si j'étais un devin, je ne suis pas un devin, mais on s'appuie, vous êtes d'accord avec moi, qu'on s'appuie sur les faits du passé pour pouvoir comprendre le présent et ce qui s'est. Donc votre question même s'appuie aussi sur le passé. On sait toujours que quand il y a beaucoup de, de, de désaccords comme ça avant les élections, quand il y a beaucoup d'incompréhension avant les élections, quand certaines personnes se sentent exclues, quand je dis certaines personnes se sentent exclues, je parle des personnes qui ne seront pas sur cette liste-là au cas où la CEI veut aller à ces élections avec cette liste, comme elle va la faire sortir bientôt. Mais déjà, c'est là que reposent les gemmes même des conflits. Parce qu'un candidat peut dire que, bon, moi j'ai perdu parce que mon électorat n'est pas sur la liste électorale. Voilà. Ou bien certains peuvent dire, bon, moi je ne vais pas aux élections parce que la plupart de mes militants ne sont pas sur la liste. Ça ne coûte rien à la CEI de nous organiser très rapidement le recensement, la révision, et puis tout va aller dans l'ordre. C'est tout le temps la même chose dans ce pays. On n'est pas fatigué de ces crises. De sorte à ce qu'aujourd'hui, nous autres analystes, quand on s'exprime, on a l'impression on veut prévoir l'avenir. On n'a pas besoin de prévoir l'avenir, c'est ce qu'on a toujours vécu depuis près de 20 ans, depuis près de 30 ans. Dans les autres pays, est-ce qu'on entend ce genre de questions? La CEI, vous êtes là pour un boulot, vous faites votre boulot. Si la CEI fait la révision de la liste électorale, c'est que les partis politiques demandent, et cette société de l'organisation de la société civile la demande, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui est écrit dans les textes. Appliquez simplement les textes. Et puis c'est tout. On n'a pas besoin tout le temps de trouver des gens à bander les muscles pour aller simplement à des élections.
C'est vraiment dommage pour notre démocratie, c'est dommage pour la jeunesse qui vient. Mais il faut qu'on sorte de tout cela. Une élection présidentielle doit se jouer de façon vraiment impartiale. Il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes qui se sentent lésées pendant que d'autres tirent le drap vers eux pour pouvoir se sentir ayant une avance sur les autres. Non. Le président qui est élu là, c'est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas le président d'un seul parti. Donc quand le jeu doit se faire, il faut vraiment s'arranger à ce que toutes les conditions soient réunies. Si toutes les conditions sont réunies là, moi je suis sûr que les Ivoiriens peuvent finir une élection et puis une fois, le vainqueur sera reconnu par les vaincus. Mais quand tout ça, tout ce qu'on commence à regarder au niveau de la CEI, déjà, la CEI qui ne veut pas organiser la révision de la liste électorale, on est encore dans une affaire de quatrième mandat ou pas, on est encore dans est-ce que le président Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste ou pas, lui aussi, son parti politique se bat pour cela. On est encore dans une affaire d'élection inclusive parce que certains seraient exclus, le président Charles de Goudet, le président Guillaume Soro, et voilà. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir mettre tout le monde à l'aise et puis aller à des élections? Là, à ce moment, on prend les Ivoiriens à témoin. Mais tout le monde est dans les... Si toutes les conditions sont réunies, on va aux élections, tous les Ivoiriens sont tous là. Qui pourra venir chanter quoi? Mais là, honnêtement, disons-nous la vérité. Actuellement, là, quand on regarde, les Ivoiriens sont là, tellement les gens ont déjà peur. On se rend compte, on est à 8 mois des élections, que c'était comme si on était déjà en pré-campagne. Bon. Vous aviez dit tout à l'heure, il faut mettre tout le monde à l'aise, ce qui veut dire que vous parlez des élections inclusives. Donc, selon vous, tout le monde doit être candidat et on doit faire fi certainement des lois et des tests et tout ça? Non. Ce n'est pas qu'on doit faire, on doit faire fi des textes, mais nous sommes d'accord que les textes que nous nous donnons, c'est nous-mêmes qui les mettons en place. Et c'est nous aussi qui pouvons prendre des dispositions de par les pouvoirs du président de la République. La Constitution le prévoit. Aujourd'hui, si vous me posez une question directe, la seule question qui peut susciter l'intervention, soit d'un dialogue politique ou bien du président de la République, c'est la question de la candidature du président Gbagbo. Donc, vous proposez l'amnistie? Vous êtes posez une question sur le quatrième mandat ou non du président Alassane Ouattara. Je vous dirais non, ce ne serait même pas. Je disais donc que vous êtes favorable à une amnistie avant les élections? Alors, vous êtes donc toujours, hein, le coup de notre émission, voilà, Jacques Roger. Hein, je pense que nous avons brièvement perdu notre invité. Passer cette question de quatrième mandat. Mais ça dépend de chaque chapelle politique et de chaque organisation. Voilà, on l'a dit, moi, je suis qu'un observateur. Mais la question de la candidature du président Laurent Gbagbo, il a été à la haie. Il a été à la haie. Il a été acquitté. Tout le monde entier sait que Laurent Gbagbo a été acquitté. On peut l'aimer, comme on peut ne pas l'aimer, mais faisons-nous l'effort de pouvoir respecter la décision. On l'a envoyé à la haie parce qu'on a jugé que la Côte d'Ivoire n'était pas capable de le juger. Il est acquitté, il revient, il vient trouver une condamnation à 20 ans, qui fait qu'aujourd'hui, il peut pas être sur la liste électorale. Bon, c'est la justice qui l'a fait. On nous dit que la justice, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, et puis il y a la justice, il y a le pouvoir judiciaire, qui sont censés être indépendants l'un de l'autre. Donc si la justice a pris cette décision-là, il appartient au président Gbagbo. Il a eu le temps de pouvoir faire les recours et tout, mais on sait tous dans ce pays que on peut toujours s'entendre. D'accord. Moi, j'ai toujours sollicité un dialogue politique. C'est pour cela que j'ai regretté et j'ai vraiment eu mal quand le président Bédié est parti. Parce que le président Bédié était ce seul élément-là. Peut-être que je suis encore le seul analyste à le dire chaque fois que je suis un plateau. Je l'avais dit qu'on allait tous regretter le décès du président Laurent Gbagbo. Et le décès du président, autant pour moi, le décès du président Bédié. Parce que c'est lui qui était tout le temps la cheville ouvrière de ce dialogue politique qui nous arrangeait tous.
C'est lui qui prenait son téléphone, quelle que soit la situation, qui appelait le président Ouattara pour qu'on vienne s'asseoir pour discuter. Depuis que le président Dédié est parti, pour l'instant, aucun dialogue. Tous les partis disent qu'ils demandent encore ce dialogue politique-là. Le parti au pouvoir, pour l'instant, ne répond pas. Où allons-nous? Mhm. Où allons-nous? Mhm. Mhm. Alors, revenons donc au segment que nous avons commencé déjà à aborder. Hein. À votre avis, que devrait donc faire l'opposition et la société civile pour exiger, j'allais parler donc de la transparence de la CEI et garantir, j'allais dire, une élection juste, inclusive en 2025? Le rôle de la société civile, est-ce qu'elle existe même en Côte d'Ivoire? Et est-ce qu'elle est indépendante? La société civile existe, seulement que sont vues certaines sociétés civiles qui se donnent les moyens de se faire voir. Sinon, au niveau du ministère de l'Intérieur, il y en a des centaines et des centaines d'organisations de la société civile qui sont enregistrées et qui font aussi leurs activités, mais il faut reconnaître que ce n'est pas facile sur le terrain, pour nous qui sommes sur le terrain. Ça demande beaucoup de moyens, il y a la réalité du terrain et tout ça. Ces personnes-là essaient de, tant bien que mal, de faire leurs efforts à leur niveau avec les moyens qu'elles ont. Voilà. Effectivement, il y a certaines sociétés civiles qui finissent par être, par toutes ces réalités-là, qui finissent par être proches du pouvoir, comme certaines aussi qui finissent par être proches des partis d'opposition. Parce que, honnêtement aussi, pour le dire, il y a certains partis, il y a certaines personnes qui sont de la société civile qui, plutôt qu'aller vers les partis politiques, ont préféré créer leur organisation pour mener le combat d'une autre manière, mais qui épousent l'idéologie de certains partis politiques. Ça, c'est un débat un peu idéologique. On ne pourra pas le faire ici maintenant. Mais ils font ce qu'ils doivent faire. À me poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire de façon concrète avant les élections. Mais un parti politique, comme une organisation de société civile, selon la loi, selon les textes, a des moyens de recours, a des moyens de lutte pour pouvoir obtenir ce qu'ils, son désirata. Voilà. Ils peuvent organiser des meetings, ils peuvent faire des conférences de presse, ils peuvent faire des sittings, ils peuvent adresser des courriers au pouvoir ou bien aux partis politiques en place pour pouvoir entrer en négociation en vue d'obtenir des choses. Et puis, il ne faut pas l'oublier aussi, il ne faut pas qu'on soit un peu trop pessimiste, mais disons que plusieurs fois, quand il y a eu le dialogue politique, on est tous témoins que quand même, même si les partis d'opposition, mais les partis de pouvoir n'ont pas tout eu, mais il y a eu quand même quelques avancées à certains niveaux. Donc, en tant qu'Ivoirien, le président Houphouët-Boigny a toujours voulu la paix pour son pays. On l'a toujours dit en Côte d'Ivoire, asseyons-nous et discutons. Donc, au-delà de tous ces leviers que la loi a prévus pour permettre aux partis politiques de pouvoir revendiquer, il ne faut pas mettre de côté aussi, comment on appelle, euh, le règlement amiable. Le parti au pouvoir peut être sous, mais faut pas faire l'économie, il faut tout le temps essayer de relancer. Quand on fait des choses, il faut toujours penser au truc. Voilà. Et puis, Mhm. à la veille des élections, on verra. On Mhm. verra. Mais je pense que, Mhm. il faut qu'on soit tous habités quand même par le Saint-Esprit, parce que aujourd'hui, si le Saint-Esprit ne nous pousse pas, je vous assure que la Côte d'Ivoire va encore droit dans le mur. Et si quelque chose doit se passer encore, je pense que 2010 sera vraiment, Donc, sera vraiment, ne sera rien devant ce qui va se passer. voilà, merci beaucoup, cher ami. Alors, revenons donc au deuxième segment qui va nous permettre donc de parler donc de l'affaire Monsieur Komé Bakari. Hein. Aujourd'hui, quand on parle des ADC, on fait souvent allusion à Monsieur Komé Bakari. Euh, comment expliquez-vous hein, qu'un individu comme M. Komé Bakari puisse obtenir des ACD aussi facilement alors que de nombreux Ivoiriens attendent des années pour obtenir un titre foncier, tout en sachant si les informations que nous avons sont vérifiées. Tantôt, il serait donc malien avec une carte d'identité qu'on nous présente sur les réseaux sociaux,
Et ce qui avait été, ce que monsieur le maire, monsieur Assalé avait même parlé ensuite, tantôt ivoirien. Alors, voici un sujet qu'il faut qu'on le rappelle à tous nos internautes et à tous nos internautes, tous nos followers, tous ceux qui suivent l'émission, à tous les Ivoiriens qui seront d'accord avec moi que ce n'est pas une nouvelle. Cette question de la crise du foncier, ce n'est pas une nouvelle. Cette fois-ci, les choses ont été amplifiées parce que, apparemment, en Côte d'Ivoire, tout ce qui doit réussir, c'est ce qui doit passer par les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Mais la question de la crise du foncier, elle date de plusieurs années. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, au-delà de la dame qui a lancé la lettre, et je vais dire des dames, parce qu'il y en a d'autres là. Il y a des femmes qui font qui ont des vidéos virales sur les réseaux sociaux sur cette question. Et je vais revenir effectivement là, au cas de M. Komé, mais pour venir avant M. Komé Bakari en question, il faut que je puisse relever qu'il y a un problème de dysfonctionnement au niveau du ministère de la Constitution. Il y a un dysfonctionnement dans la délivrance des ACD depuis plusieurs années. Plusieurs documents sont contestés. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont des documents, qui ont des ACD, Oui. mais qui On a sont dans l'impression des qu'on va du mal en procédures pire. de... On a l'impression qu'on va du mal en pire. Bon, tout dépend de l'angle sur lequel on se positionne. Je vais d'abord faire un petit diagnostic de la situation avant de venir spécifiquement à la question. Donc, il y a des cas aussi d'annulation d'ACD. Donc, il y a des litiges. Mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux spéculations, parce que dans certaines zones urbaines, la spéculation a fait que les lots aujourd'hui ont connu une hausse. Vous voyez le secteur d'Yorobité dont on parle, c'est parce qu'on ne vous dit pas les prix de ces lots sur lesquels il y a les litiges. Mais il y a 10 ans en arrière, on pouvait acheter un lot à 5 millions dans le même secteur d'Yorobité, et ce même lot aujourd'hui se retrouve à une valeur de 100 millions. Vous voyez, 10 ans en arrière. Et aujourd'hui, 10 ans en avant, de 5 millions, le même lot devient 100 millions. Et Donc, ça attire les convoitises. pourquoi ce lot est aussi Il y a pas de, là, il n'y a pas de réglementation. OK. Voilà. Il n'y a pas de réglementation. C'est tout ça le dysfonctionnement. Je suis en train de démontrer les dysfonctionnements même au niveau du ministère de la Constitution. Parce que tout ça doit être suivi. Il doit y avoir un certain arbitrage. Mais non, avec la complicité de certains agents de l'administration, avec des promoteurs immobiliers véreux, les gens falsifient les documents aussi facilement. Avec la corruption aussi. Le gouvernement, plusieurs fois, a eu à faire des séminaires, des campagnes de sécurisation du foncier et tout. Mais c'est insuffisant. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a l'impression que ça va de mal en pire. Et les cas que je vais dire, je vais essayer d'appeler cas isolés, mais je dis cas isolés entre guillemets. Pourquoi cas isolés? Parce que on a vu 2, 3, 4 personnes, mais c'est des milliers de personnes qui sont dans ce genre de cas. Parce que, effectivement, au niveau du ministère de la Constitution, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Il y a la gabegie, il y a la corruption, il y a la mauvaise foi de certains agents en complicité avec certains agents, de certains promoteurs immobiliers. Sinon, un individu, aussi commet Bakary qu'il soit, ou aussi X ou Y, ne peut pas s'arroger le droit d'aller spolier une personne tout seul, puisque l'établissement même d'un ACD, c'est toute une chaîne qui part des documents depuis le village, et je crois que c'est jusqu'à 10 étapes. C'est une longue chaîne en fait. Donc si des gens comme ça réussissent à pouvoir se retrouver partout dans tous les litiges, c'est qu'il y a problème. Voilà.
Et vous savez, vous avez posé la question, tantôt il est malien, Mhm, tantôt il est ivoirien. Mais bien sûr, il a besoin de la nationalité ivoirienne pour faciliter certaines choses. Et donc, on en parlera tout à l'heure dans le troisième segment à propos de la mhm, fraude sur la nationalité. mhm, 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 mhm. Et vous avez donc parfaitement raison. Alors, selon vous, hein, pourquoi l'administration ivoirienne semble-t-elle protéger donc certaines personnes impliquées donc dans des scandales fonciers? Y a-t-il un réseau d'influence derrière ces attributions suspectes? On parle, vous l'avez mentionné tout à l'heure dans votre réponse, de personnes haut placées. Dans le cas de M. Comé, des informations nous disent qu'il serait donc le jeune frère, hein, de l'homme d'affaires M. Cessé et Comé, qui est donc le propriétaire donc de l'hôtel Radisson Blu, vous comprenez. Donc vous voyez, hein, tout ce qui se trouve autour de M. Comé et peut-être d'autres personnes. C'est malheureux, mais disons-le, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a l'impression que les plus forts demeurent plus forts et les plus faibles sont faits et se retrouvent toujours dans la pauvreté. Dans la pauvreté. C'est un constat. Le président Ouattara, en venant au pouvoir, avait promis aux Ivoiriens un un changement qui nous éloignerait de certaines habitudes despotiques, Mhm, de certaines habitudes de la corruption, de certaines habitudes de d'abus de pouvoir. Mais il faut qu'on soit honnête aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ce n'est mhm, pas moi qui le dis, tout le monde le constate, tout le monde le voit, les mhm. choses sont en train de lui échapper. Mais Je justement, ne peux pas l'accuser, je ne peux pas l'accuser lui-même, mhm, mais vous entendez des commentaires, vous entendez des témoignages d'Ivoiriens qui ont des terrains, qui ont des lots, à la sueur de toutes leurs économies, à la sueur de tout leur travail de toute une vie, à la sueur de certaines personnes qui sont dans la diaspora, qui achètent des terrains à des prix qui ne sont même pas donnés au social et qui sont spoliés par des personnes. Et ces personnes-là suivent le processus. Ça veut dire que je suis victime, je n'ose même pas me rendre justice, mais je pose la question au ministère de la Constitution, je pose la question à la justice, ce que la loi veut en tant que bon citoyen. Mais beaucoup vous ont dit, et les témoignages sont là, ce n'est pas moi qui le dis, qu'on va dans la procédure jusqu'à un certain niveau, il y a un coup de fil qui vient de quelque part, et puis on vous dit que votre dossier ne peut pas aller quelque part. mhm, 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 Mais, Jacques Roger, mhm. et chers frères, chers Ivoiriens, comment on peut qualifier cela? C'est clair. Il y a un problème. Justement. Certains vous diront que on ne va pas citer quelqu'un haut placé dans le gouvernement ou bien quoi que ce soit. Mhm, Mais c'est le gouvernement qui est chargé de nous protéger. mhm, Donc, pendant que le gouvernement est là et en place, on a des ministres, on a l'administration, tout fonctionne bien en Côte d'Ivoire. Si on n'est pas en guerre, on n'est pas en crise. Et un Malien vient nous spolier. Il n'y a pas que le Malien, il y a des Libanais qui font ça bien ici. Je vous oui. l'ai dit, ce n'est pas une affaire de maintenant. Mais dans son cas, est-ce qu'on peut parler encore de Malien il semble avoir la double nationalité? Il semble avoir donc il est ivoirien. Voilà. D'accord. Bon, la question de la nationalité, il a dit qu'on allait en venir. D'accord. Le dernier Mais segment, il y a rapidement. un problème sur la nationalité, justement parce qu'il y a un problème, vous voyez que ça tient en troisième pan de notre débat. D'accord. Alors, rapidement, face donc à ces abus et à la montée donc du sentiment patriotique qu'on comprend d'ailleurs, comment les Ivoiriens peuvent-ils mieux défendre, j'allais dire, leurs droits fonciers et exiger plus de transparence de la part donc du gouvernement? Moi, je vous dis, en ivoirien simple, vous avez vu certains, on le dit, certains de ceux qui ont fait le but sur les réseaux sociaux ont pu obtenir gain de cause. Je crois qu'il y a une dame qui a fait un truc vraiment très émotionnel, émotif. Avant-hier ou hier, je ne sais plus trop, j'ai vu la vidéo, qui avait, qui a son espace en bordure de lagune.
qui était aussi en train d'être spoliée par quelqu'un qui venait mener des travaux de force et tout, malgré le fait bien qu'elle ait tous ses documents et tout. Elle était dans sa souffrance depuis longtemps. Mais le fait que ce soit passé sur les réseaux sociaux, il paraît que la police est allée là-bas arrêter les travaux. Mais tous les Ivoiriens ne viennent pas sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec moi, M. Zakaria? Bien sûr. Mhm, mhm, mhm. Beaucoup de personnes sont dans le silence, qui nous suivent, ont été spoliées aussi. Les seules voies de recours qu'un Ivoirien a, c'est la justice. C'est d'abord le ministère de la Constitution, c'est la police, c'est la justice. Mais moi, si j'ai fini de passer tout ça, que j'ai pas gain de cause, à quoi vous voulez qu'on s'attende? Comme on dit, en Côte d'Ivoire, on ne peut plus rien créer parce que le problème vient de plus haut. Et c'est de là-haut qu'on doit nous protéger. Mais chacun va pouvoir tirer la conclusion de savoir que Mhm. là-haut, sur laquelle on compte, soit est avec nous ou est contre nous. Mhm. C'est là que se pose la question. C'est pour ça que j'interpelle ici le président de la République. Parce que c'est lui qu'il faut interpeller aujourd'hui. Quand la question arrive à ce niveau, c'est que ça a dépassé les membres du gouvernement. Mhm. Parce qu'ils ont normalement tous les moyens de pouvoir régler ce genre de problème. De mettre l'Ivoirien au devant, Mhm. de donner à l'Ivoirien sa dignité, D'accord. de donner à l'Ivoirien euh, le minimum possible. Mais quand ça arrive à ce niveau, quand on parle de crise dans le foncier, aujourd'hui, il y a eu Conseil des ministres. Beaucoup d'Ivoiriens, on s'attend à ce que cette question-là, le président en parle. Parce que s'il n'en parle pas, ben demain, on dira que si on accuse les plus proches membres de son gouvernement, comme on dit à Abidjan, si tu as choisi voleur, c'est nous, on va t'appeler voleur. Mhm. Mhm. Donc, on demande au président de la République de prendre ce dossier-là en main, et je sais qu'il sait le faire, qu'il le prenne en main et qu'il libère les Ivoiriens sur cette affaire du tout. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler donc du dernier segment, hein. C'est donc sur la fraude, sur la nationalité ivoirienne. Alors, la question que je vais vous poser de façon ramassée, hein, pensez-vous que la fraude sur la nationalité ivoirienne est un mythe entretenu pour des raisons politiques ou une réalité avérée, hein, qui menace l'identité nationale? Est-ce que vous avez donc des exemples concrets ou des témoignages à ce sujet? Oh, dit que j'aurais des témoignages concrets. Peut-être que en parlant, ça pourra le faire. Mhm. Mais selon les analyses, vous savez que j'ai déjà écrit plusieurs articles sur cette question. Mais d'abord, il faut d'abord s'intéresser aux différentes formes de fraude. Parce que tout ça, c'est une analyse qui peut nous permettre de comprendre. Il y a la fraude sur la nationalité, c'est-à-dire le certificat de nationalité. Mhm. Les gens font la falsification aussi des extraits de naissance. Et puis aussi, pour pouvoir passer par la naturalisation frauduleuse. Donc, tout ça, ce sont des formes de fraude. Maintenant, pourquoi ces personnes-là fraudent? On fraude la nationalité ivoirienne pour des questions d'accès à l'emploi. Vous savez que certains pays de la sous-région, un peu moins nantis que la Côte d'Ivoire, ont plusieurs de leurs ressortissants qui viennent en Côte d'Ivoire ici, qui voient le pays comme étant un certain Eldorado pour se chercher. Vous Mhm. voyez. Mhm. Donc, quand ces personnes-là viennent ici et font un certain nombre d'années, 20 ans, 30 ans, souvent 10 ans, ces personnes-là sont vite intégrées et commencent à connaître le système. Et connaissant le système, elles veulent un accès à l'emploi. Elles finissent par vouloir aussi un accès aux droits civiques et puis aux avantages sociaux. Vous voyez? Mhm. Donc, ils veulent aussi, pour revenir sur la question commun, pour faciliter l'obtention de certains lots, ou bien, on va dire, pour faciliter l'obtention dans le foncier. Donc, vous allez trouver des Libanais, des Syriens, des Maliens, des Français, ça veut dire que n'importe quelle nationalité, parce qu'il y a une certaine loi, les gens prennent la nationalité ivoirienne aussi souvent pour des questions même
économique. Donc, il y a plusieurs raisons. Elle n'est pas, vous avez parlé de la question politique, c'est pour ça que j'ai voulu développer, ce n'est pas seulement politique. Même si, en raison politique, il arrive que certaines personnes aussi souvent recrutent ces populations-là pour les constituer en bétail électoral. Et ça, il y a eu beaucoup de cas en Côte d'Ivoire ici, dans certaines régions. Et j'ai expliqué une fois aussi à une chaîne de télé que quand vous vous attendez, par exemple, quand la CEI s'attend, par exemple, à 7 millions ou 8 millions de nouveaux inscrits quand elle fait la révision de la liste électorale, c'est en fonction des chiffres du recensement de tous les Ivoiriens, on est d'accord, C'est ça, et oui. des prévisions. Mais, puisqu'il y a beaucoup de cas de fraude, il y a des gens qui ont la nationalité ivoirienne pour un accès à l'emploi. Il y a d'autres qui sont venus ici, qui sont venus parce que ils ont besoin d'avoir, c'est-à-dire qu'ils cherchent les droits civiques et tout ce que j'ai pu citer pour pouvoir avoir une vie encore mieux. Mais quand ils fraudent là, ils finissent d'avoir cette nationalité. Quand vous parlez de vos élections, là, de venir vous mettre sur la liste électorale, M. Jacques Ouzine, eux, ça ne les intéresse pas, on est d'accord. Bien sûr. À supposer qu'ils sont 1 million, ben 2 millions. Ils savent que s'ils viennent s'inscrire sur la liste électorale, quand on demande aux gens de venir s'inscrire là, vous pourrez les retrouver là-bas. Parce que les partis politiques en font le débat. Donc, il a sa pièce d'identité, il est ivoirien, il a ça dans sa poche. Et puis, quand on parlait de recensement de la population pour aller aux élections, lui, il ne va pas là-bas. Parce que s'il va, vous allez l'attraper. Donc, c'est tout ça les réalités. Ils font cela en général pour des questions économiques. Parce que quand on parle d'accès à l'emploi, de droits civiques, faciliter l'obtention dans le foncier, tout ça, on est d'accord que même des réductions au niveau des impôts et tout, hein, alors que la nationalité ivoirienne, on ne n'empêche pas un étranger d'être ivoirien, on est d'accord. Bien sûr. On peut être ivoirien par naissance d'une nationalité, on peut être ivoirien par mariage, on peut être ivoirien par naturalisation quand on suit la procédure normale. Mais là encore, c'est un peu compliqué parce que la demande est grande en fait. Vous imaginez le nombre d'étrangers en Côte d'Ivoire de la sous-région, tout le monde veut être ivoirien pour faciliter les choses. Donc, au niveau de la naturalisation, c'est clair que les dossiers ne vont pas vite. C'est ça. Donc, ça amène aussi les gens à frauder. Voilà. Alors, pensez-vous que des non-ivoiriens ou ce qu'on appelle les nouveaux ivoiriens sont enrôlés donc sur le fichier électoral de manière frauduleuse? Si oui, comment cela peut-il rendre possible, selon vous? Comment cela peut-il rendre possible? Comment les gens peuvent s'enrôler aussi facilement? Est-ce que de façon générale, ça ne va pas poser problème à long terme? Ou on peut peut-être avoir un président qui ne serait pas forcément celui du choix des Ivoiriens si la fraude que nous voyons, que les gens nous présentent, sont vérifiées. Certaines personnes nous parlent de entre 20 et 20% des personnes inscrites sur la liste électorale seraient pas donc de nationalité ivoirienne ou bien auraient fraudé sur la nationalité ivoirienne. Voyez-vous, alors, comment d'abord être sur la liste électorale? Mais c'est simple. On a dit tout à l'heure, les gens font la fraude sur le certificat de nationalité, de par aussi l'extrait de naissance. Donc, quelqu'un qui a le certificat de nationalité, parce que déjà, avec la complicité de certains fonctionnaires corrompus, des agents de l'état civil, souvent aussi la justice même comme on appelle, est trompée dans le processus parce que les gens voient des faux documents. Il arrive aussi souvent des cas où la personne n'est pas née d'une femme, mais on va trouver la dame, on prend son extrait et on fait croire que la personne est née de cette dame. Vous voyez? Ça, c'est du concret. Donc, quand l'individu, il a fini par avoir le certificat de nationalité, c'est-à-dire qu'il a passé la vigilance des agents de l'état civil. Et même s'il y a conflit, il a pu passer la vigilance de la justice, mais c'est pas la CEI qui va l'empêcher d'être sur la liste électorale.
Puisque quand on dit qu'on doit être, pour être sur la liste électorale, il faut venir le certificat de nationalité ou bien la pièce d'identité. Il a sa pièce d'identité, il a son certificat de nationalité. Il n'a même pas besoin de quoi. Il vient, il se présente et puis il laisse la liste. Maintenant, est-ce qu'ils ne peuvent pas influencer la destinée du pays un jour? Je peux le dire. C'est possible, mais tout dépend de l'organisation. On parle de 20 à 15% de personnes comme ça sur la liste électorale. Mais effectivement, s'il y a quelqu'un derrière, s'il y a une organisation derrière, qui a une certaine conscience de pouvoir se mettre dans une logique de, on constate que, bon, finalement, les Ivoiriens, là, sur les listes électorales, nous constituons 20%, on fait l'effort, on passe à 30%, 40%, 50%, mais tout ça, ça doit être vraiment savamment organisé. Et puis, quand on sait qu'on est arrivé à un certain type, on peut maintenant prendre le pouvoir, c'est-à-dire capter même le pouvoir en positionnant, en influençant le vote par un candidat suscité par ce genre de personnes. Donc, Je ne sais selon, pas si on se comprend. est-ce qu'on peut aller un peu loin en disant que, euh, à votre avis, est-ce qu'il s'agit ici donc d'une stratégie hein, politique délibérée ou une, j'allais dire, un simple dysfonctionnement administratif? Non, ce serait assez grotesque, mais pour l'instant, on n'est pas à ce niveau. Mhm. On a pu savoir que certaines personnes l'ont fait dans certaines régions, dans certaines zones, juste pour booster leur électorat, pour gagner soit un poste de député ou bien de maire, c'est tout. Mais ce genre de choses, pas encore au niveau de la présidentielle. Mais ce que je suis en train de dire, si nous ne prenons pas conscience, si nous ne nous réveillons pas sur ces questions, de sorte à vraiment éplucher la liste électorale, en extirper ceux qui ne méritent pas d'y être, ne soyons pas surpris que dans 20 ans, dans 30 ans, les gens nous imposent quelqu'un dans ce pays. Et Mhm. ce quelqu'un-là, nous tous, on saura qu'il n'est pas ivoirien, mais il sera notre président et il nous imposera les choses. On n'est pas encore à ce niveau, mais il faut qu'on prenne tous conscience. Voilà. Mhm. Mhm. Alors, quel mécanisme donc, devrait être mis en place hein, pour garantir que seuls les Ivoiriens, remplissant donc les conditions légales, puissent être enrôlés hein, sur la liste électorale? D'abord, il faut noter que ces questions de fraude sur la nationalité ont un impact sur la stabilité nationale. Vous voyez déjà comme la tension monte, que tout ça, ce sont des questions qui sont subséquentes. Parce que ces questions-là alimentent les tensions sociopolitiques et ethniques, communautaires même, dans certaines zones en période électorale. Vous êtes témoin qu'on a déjà vu ce genre de choses plusieurs fois, chaque fois que les élections approchent. Mhm. Mhm. On va venir vous dire non, il y a eu affrontement entre tel groupe et tel groupe, tel groupe et tel groupe. C'est cela. Maintenant, les solutions là. Moi, je dis que c'est une question de volonté politique. Il y a certes la modernisation du système d'identification. Ça veut dire que pour l'instant, on a un système manuel, un peu archaïque, traditionnel, dépassé. Mhm. Voilà. Il faut passer à une modernisation du système d'identification. Aussi simple. Mhm. Et puis avoir une base de données biométriques centralisée. Vous voyez? Mais est-ce que ce n'était Et pas un puis, peu ce que l'ivoire était il y a pratiquement 25-26 ans voulait certainement implémenter, qui avait été donc galvaudé, puis pratiquement écarté? non, je Voilà. dirais non, parce que Mhm. ici, on parle de fraude sur la nationalité, mais on ne parle pas de... Parce que, permettez-moi de dire, de résumer carrément ce que le président Bédié avait appelé l'ivoirité dans le temps. C'était une forme de patriotisme égal à nationalisme, Justement, tout oui. simplement. Mhm. Avant qu'on galvaude tout ça pour des dessins politiques. Patriotisme, nationalisme. Et c'est ce que la plupart des jeunes que vous verrez aujourd'hui, la plupart de tous les partis essaient de ramener aujourd'hui, mais comme le mot a été galvaudé, a été, a été travesti dans son étymologie et puis même au plan communicationnel, le même mot ne peut pas revenir, il pourra revenir sous une autre forme,
Mais la réalité, je reviens pour dire que c'est une affaire de patriotisme et de nationalisme. Alors que ici, on dit que des personnes qui ne méritent pas notre nationalité la bradent, ils la volent, ils trichent pour l'avoir. Et les solutions, il n'y en a pas deux. Il faut effectivement un certain patriotisme au niveau de nos états civils, au niveau même de l'Ivoirien lui-même, parce qu'il y a déjà, tout ça, ça se passe par qui? Par nous-mêmes. On est d'accord qu'un Burkinabé, un Malien, un Égyptien ne peut pas venir en Côte d'Ivoire ici, obtenir des documents falsifiés sans que nous-mêmes, on ne soit associés. Parce que certains agents d'état civil véreux sont associés, sont corrompus. Parce que des femmes, des hommes dans certaines zones sont corrompus, parce que certains hommes politiques, pour des desseins électoralistes, jouent au jeu aussi, pour avoir des électeurs. Donc chacun fait selon ses intérêts. On ne met pas l'intérêt de la nation au-dessus. Donc il nous faut une certaine dose de patriotisme pour boucler cette affaire. On va beau centraliser les choses, tout ce que je donne là, ce sont des éléments techniques, on est d'accord, et qui fonctionnent ailleurs. Mais l'Ivoirien qui est assis, s'il n'est pas patriote, s'il n'est pas fier d'Ivoirien, d'être Ivoirien, s'il n'est pas jaloux de sa nationalité, s'il n'est pas conscient et qu'il passe son temps à penser à ses petits intérêts, parce que quelqu'un lui propose 100 000 francs, parce que quelqu'un lui propose 50 000 francs, parce que quelqu'un lui propose 200 000 francs, pour qu'il lui donne ses papiers, pour aller falsifier des papiers pour tromper le système, si l'Ivoirien lui-même n'est pas conscient, mais ça va continuer pendant des siècles, quel que soit ce qu'on va faire. Donc, je pense que il appartient à nos États, à notre État, pas à nos États, mais à notre État, de prendre au sérieux cette question, de sensibiliser les Ivoiriens et aussi d'encourager les Ivoiriens à aider, parce que c'est avec aussi l'aide des populations qu'on peut arriver. Tous ceux qui ont la nationalité de façon douteuse là, dans tous les quartiers, dans tous les hameaux, dans tous les endroits, les gens les connaissent bien. Ils peuvent les dénoncer. Il suffit d'une question de volonté politique. Le jour où l'État de Côte d'Ivoire dira que cette affaire-là, on met fin, je vous promets qu'on n'a que 2 mois ou 3 mois et puis on a fini avec cette affaire. Fini avec cette affaire. Merci Et beaucoup. aussi, je vais finir pour dire que, aussi que la loi même sur la fraude est un peu faible. Il faut la durcir. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre une telle loi? Il faut qu'on soit jaloux sur notre nationalité, en fait. Il faut qu'on donne de la valeur à notre nationalité pour nos générations de maintenant, mais pour nos générations futures. Parce que si on ne fait rien, c'est l'héritage de nos enfants que nous sommes en train de brader comme ça pour des intérêts personnels ou plus trop nombreux, et ce serait vraiment dommage. Et vous avez parfaitement raison. Merci beaucoup, Monsieur Aouma Gaël Lakba. Nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez donc un mot d'espoir pour vos compatriotes qui vous écoutent en ce moment? Merci beaucoup, cher frère Jacques Rouget. Merci à tous nos followers de Radio PDCI. Merci à tous les Ivoiriens qui ont suivi cette émission. Je voudrais dire à toutes et à tous que c'est vrai, aujourd'hui, on a l'impression que les débats commencent à être lourds. Effectivement, hein, nous qui sommes à Abidjan, on constate que surtout dans les débats, on a l'impression que la tension monte. Mais je voudrais interpeller les politiques et aussi même les supporters des politiques qui sont beaucoup même sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on fait, il faut qu'on pense à ce pays. Ce pays, il est beau, il est magnifique, il est riche. Il appartient à tous les Ivoiriens, il n'appartient pas plus à un Ivoirien qu'à un autre. Il faut qu'on se respecte. Il faut que on s'aime entre nous. La politique, ce n'est pas un jeu de mort, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas un jeu de haine. Quand on est intellectuellement posé, quand on sait ce que c'est que la politique, on n'attaque pas verbalement, on n'attaque pas physiquement l'autre, on ne cherche pas à trouver des antagonismes. Ce n'est pas ça la politique. Je voudrais interpeller encore aussi le président Alassane Ouattara, qui est le président de la République, qui est le président de tous les Ivoiriens. C'est vrai, aujourd'hui, il est à la fin de son mandat, on doit aller à des élections.
faudrait pas que lui aussi, il sente justice sur ses positions, qu'il puisse écouter tous les Ivoiriens. C'est vrai, il y a des problèmes. Il a géré le pays pendant 15 ans, il y a des avancées, mais aussi, il faut qu'on puisse reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, je pense qu'il a le pouvoir de pouvoir de gérer tout cela afin de pouvoir mettre l'Ivoirien devant. Si on met tous l'Ivoirien devant, on pourra s'en sortir. Mais si euh, des gens à gauche, à droite ne pensent qu'à eux, ne pensent qu'à leur parti politique, ne pensent qu'à leur groupe ethnique, ne pensent qu'à leur religion ou quoi que ce soit, quand on va vers l'individualisme, on ne peut rien créer, on ne peut pas bâtir la nation ivoirienne. Parce qu'on nous appelle nation, on dit quelle est ta nationalité, tu es ivoirien. Ça veut dire beaucoup. La nation, c'est ce qui se lève au-dessus des ethnies, des communautés, des religions et de tout. Nous sommes censés être une nation. Bâtissons une nation. Mhm. Rapidement, avant de vous laisser partir, un mot sur le communiqué de l'ACA hein, sur l'affaire Johnny Pacheco. Un mot rapidement. Un mot Mhm. mitigé. Je suis C'est-à-dire. mitigé sur le communiqué de la ACA parce que la ACA est une institution qui, je l'avoue, j'ai vu plusieurs fois la ACA que j'attendais à réagir sur certaines questions dans le domaine de la communication. Effectivement, la ACA a réagi comme il se fallait. Mais d'autres fois, la ACA n'était pas là. Plusieurs fois, certaines personnes dans ce même pays ont dépassé les codes, n'ont pas respecté les codes, ont tenu des langages vraiment violents et tout. La ACA n'a jamais réagi. Aujourd'hui, que la ACA s'intéresse à un seul individu, je ne sais même pas ce qu'il représente pour la Côte d'Ivoire, que la ACA fasse un courrier, comment un communiqué officiel si un cyber militant, il faut dire que vraiment, la ACA fait un peu fort et je serais membre de la ACA qu'on n'aurait jamais fait une telle communauté. Mhm. Et ça donne l'impression que on fait du deux poids, deux mesures. Il y a certaines personnes qui peuvent faire du bruit dans ce pays. Je ne dis pas que l'activiste en question, ce qu'il fait, il ne tombe pas sous le coup de la loi. Mhm. Parce qu'on connaît la loi, on connaît bien on connaît bien le code pénal et tout. Effectivement, de ce qui se passe, de ce qu'il fait, il y a des éléments bien répréhensibles. Il n'est pas aussi innocent que cela. Mais il y en a d'autres, en fait, qui ont fait pire. Et même lui-même, l'activiste en question. Parce qu'il faisait la même chose contre un certain camp. On n'a jamais vu la AK. Vous comprenez? Mhm. Le Mhm. même activiste. Et d'autres activistes ont fait plus dans ce pays. La AK n'a jamais réagi. Mais moi, je me disais qu'effectivement, ce n'était pas des choses assez sérieuses parce que la AK, quand elle réagit, c'est sur des histoires des entreprises de télécommunications, des histoires d'État et tout. Mais si la AK peut aussi s'intéresser à ce genre de personnes, c'est que la AK a vraiment bien en retard. Parce qu'il y a beaucoup de cas et il faut que je l'invite aussi à réveiller ce vieux dossier-là pour nous permettre de savoir qu'elle est crédible. Sinon, si c'est juste s'acharner sur une affaire de l'activiste en question, bon, on pourrait dire que là encore, il y a de l'arbitraire. Merci beaucoup, cher ami, et surtout, portez-vous bien et au revoir. Merci à vous et à la prochaine.